l'actualité, remise fonds de soutien à l'EDMSA, 24 milliards sont mis à sa disposition pour améliorer la desserte en électricité. Depuis la mise en place du fonds, 34 milliards ont été mobilisés. Rencontre à Bamako des fonds d'entretien routier du Mali, du Burkina Faso et du Niger. C'est pour harmoniser les pratiques, les stratégies et les textes régissant le domaine de l'entretien routier dans l'espace AES. Et ce soir, nous recevons le ministre de l'Éducation nationale. Avec lui, il sera question de la proclamation des résultats du DF. Bonsoir, monsieur le ministre. Bonsoir, madame. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Je vous reviens juste pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Mercredi 16 juillet, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans la grande édition de ORTM 1. Le traditionnel Conseil des ministres s'est tenu ce matin au palais de Koulouba sous la présidence du président de la transition, chef de l'État, le général d'armée Assimi Goïta. Sidiki Dambélé nous a rejoint sur ce plateau pour la lecture du communiqué du Conseil des ministres. Bonsoir Sidiki. Bonsoir Kadijatou Kone, mesdames et messieurs, bonsoir. Au chapitre des mesures législatives et réglementaires sur les rapports du ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le Conseil des ministres a adopté A. Un projet de décret portant institution et réglementation de la carte nationale d'identité biométrique. B. Un projet de décret portant institution du passeport national. En vue d'assurer la libre circulation des personnes dans le contexte sécuritaire du Sahel, les chefs d'État des pays membres de la Confédération des États du Sahel ont décidé de l'harmonisation des spécifications techniques des documents de voyage et d'identité dans l'espace confédéral. À la suite de la validation des spécifications techniques harmonisées par les ministres chargés de la sécurité du Burkina Faso, du Mali et du Niger le 22 novembre 2024 à Bamako, le président de la Confédération des États du Sahel a institué par décision en date du 18 avril 2025 un document de voyage de la Confédération des États du Sahel dénommé e-passeport AES et une carte d'identité de la Confédération des États du Sahel dénommée carte d'identité biométrique AES. Les documents de voyage et d'identité AES sont conformes aux normes de l'Organisation de l'aviation civile et internationale en matière de documents d'identité et de voyage. L'harmonisation des spécifications techniques des documents de voyage et d'identité permet de prendre en compte dans le contrat de concession qui sera conclu pour la fabrication du passeport et de la carte d'identité nationale les éléments graphiques liés à la Confédération AES. Les projets de décret adoptés permettront de mettre des documents de voyage et d'identité sécurisés à la disposition des populations en vue d'améliorer le contrôle de la libre circulation des personnes et d'assurer une meilleure traçabilité des mouvements des populations. 2. Sur les rapports du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, le Conseil des ministres a adopté des projets de texte relatifs à la ratification de l'accord de prêt signé à Bamako le 20 février 2023 entre le gouvernement de la République du Mali et le Fonds africain de développement relatif au financement de la phase 2 du programme de renforcement de la résilience à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle au Sahel. Par cet accord, le Fonds africain de développement consent au gouvernement de la République du Mali un prêt d'un montant de 25 millions d'unités de compte, soit 21 milliards 340 millions 500 000 francs CFA environ. La mise en œuvre du programme objet du présent financement permettra d'accroître durablement les revenus tirés des chaînes de valeur agro-silvo-pastorales et halieutiques, de renforcer les capacités adaptatives des populations par une meilleure maîtrise des risques climatiques et de contribuer à l'atténuation des effets du changement climatique. 3. Sur les rapports du ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des Domaines, de l'Aménagement du territoire et de la population, le Conseil des ministres a adopté des projets de décret portant affectation au ministère des Transports et des Infrastructures des parcelles de terrain, objet des titres fonciers, numéro 10 342 du cercle de Caille, numéro 1309 du cercle de Sikasso, numéro 209 du cercle de Ségou,
numéro 341 du cercle de Tombouctou et numéro 2612 du cercle de Gao. Les parcelles de terrain de superficie respectives de 31 ar, 98 centiares 6 à Caille, 78 ar, 48 centiares 6 à Sikasso, de 11 ar, 49 centiares 6 à Ségou, de 44 ar, 54 centiares 6 à Tombouctou et de 1 hectare, 17 ar, 99 centiares 6 à Gao abritent les services de l'Institut géographique du Mali. Au chapitre des mesures individuelles, le Conseil des ministres a procédé à des nominations. La liste nominative des intéressés est disponible sur le site web du secrétariat général du gouvernement www.sdg-mali.ml et dans le journal L'Essor. Au chapitre de communication 1, sur le rapport du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social, le Conseil des ministres a pris acte d'une communication écrite relative au document de politique nationale de sécurité et santé au travail et son plan d'action 2025-2029. La sécurité et santé au travail est considérée comme un droit humain fondamental, un facteur d'amélioration des conditions de travail permettant de stimuler la compétitivité des entreprises et celle de l'économie nationale. Pour faire face aux défis de la sécurité et santé au travail, le gouvernement a adopté dès les premières années de notre accession à l'indépendance la loi numéro 62-67/ANRM du 9 août 1962 portant Code du travail en République du Mali et la loi numéro 62-68/ANRM du 9 août 1962 portant Code de prévoyance sociale en République du Mali. L'application de ces textes a permis de réduire le taux des accidents du travail et maladies professionnelles et d'améliorer leur prise en charge. Cependant, plusieurs facteurs, dont les progrès technologiques, ont progressivement transformé le monde du travail en favorisant l'émergence de nouveaux risques tout en cristallisant les risques existants. Pour renforcer la prévention des risques professionnels et améliorer les cadres juridiques de la protection des travailleurs, le gouvernement a adopté plusieurs autres textes législatifs et ratifié la Convention numéro 155 de l'Organisation internationale du travail sur la sécurité et santé au travail et le protocole 2002 relatif à la dite convention qui fait obligation à chaque État partie d'élaborer une politique nationale de sécurité et santé au travail. Le gouvernement, pour satisfaire cette obligation et faire face au déficit du travail décent en tout genre, a élaboré la politique nationale de sécurité et santé au travail qui sera le cadre fédérateur de toutes les interventions de l'État en matière de sécurité et santé au travail. L'objectif de cette politique est de protéger l'homme au travail par une prévention des risques professionnels en minimisant les accidents de travail et maladies professionnelles dans tous les secteurs, y compris l'économie informelle, et d'améliorer la productivité. Elle inscrit dans les axes prioritaires du cadre stratégique de la refondation du Mali, de Malikoura Niatasera Kaben 2063, de la stratégie nationale pour l'émergence et le développement durable 2024-2033 et du programme de promotion du travail décent. La politique nationale de sécurité et santé au travail est articulée autour de 4 objectifs spécifiques et assortie d'un plan d'action couvrant la période 2025-2029. 2. Le ministre de l'Économie et des Finances a informé le Conseil des ministres des conclusions de la réunion des ministres chargés du secteur des assurances des États membres de la Confédération interafricaine des marchés d'assurance tenue le 10 juillet 2025 à Lomé, au Togo. Cette première réunion au titre de l'année 2025 a examiné, entre autres, le compte-rendu des travaux du Conseil du 17 décembre 2024, l'état d'exécution des décisions et recommandations des précédents conseils, le compte-rendu des travaux du comité des experts au titre de l'exercice 2024. Le Conseil a approuvé les rapports du secrétaire général de la Conférence interafricaine des marchés d'assurance au titre de l'exercice 2024.
Les ministres ont également procédé à la modification de certaines dispositions du statut du personnel de la conférence interafricaine des marchés d'assurance, approuvé les règlements modifiant et complétant certaines dispositions du Code des assurances de la zone CIMA, notamment celles portant sur la lutte contre le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes de destruction massive. B. Les principales conclusions de la 35e session du comité d'orientation du Centre régional du Fonds monétaire international pour le développement des capacités pour l'Afrique de l'Ouest, tenue les 25 et 26 juin 2025 à Nouakchott, en Mauritanie. Le Centre régional du Fonds monétaire international pour le développement des capacités pour l'Afrique de l'Ouest appuie le renforcement des capacités dans 10 pays et dans certaines institutions régionales de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, telles que la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest et la Commission de l'UEMOA. Le comité d'orientation est chargé de fournir des directives stratégiques et de contribuer à établir les priorités du centre. Il approuve également le programme de travail annuel et le budget. Au terme des travaux, le comité a, entre autres, entériné le rapport sur l'exécution du programme de travail et du budget de l'année fiscale 2025, ainsi que le budget et le programme de travail de l'année fiscale 2026. Approuvé le budget révisé de la phase 5, encourager les États membres à contribuer au financement des activités de la phase 5 du centre. Attribuer la présidence du comité d'orientation au Mali pour 2 ans à compter du 26 juin 2025. Le Mali a également été désigné pour assurer la présidence du comité d'orientation de l'Institut de formation pour l'Afrique du Fonds monétaire international pour une année. 3. Le ministre des Mines a informé le Conseil des ministres de la tenue de la 8e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et ou du gouvernement de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma par visioconférence le 11 juillet 2025. L'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma a pour objectif de promouvoir le développement harmonieux et sécuritaire intégré par la mise en valeur dans un cadre régional des ressources minières, énergétiques, hydrauliques, agro-pastorales et piscicoles des 3 États membres. Cette 8e session a enregistré la participation de leur Excellence, le général d'armée Abdourahmane Tchani, président de la République du Niger, chef de l'État, président de la conférence des chefs d'État de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État de la République du Mali, président de la Confédération des États du Sahel, et le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, chef de l'État. L'ordre du jour de cette session portait principalement sur la question de l'ancrage de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma dans l'architecture institutionnelle de la Confédération AES. La Confédération des chefs d'État, après avoir pris connaissance du rapport sur l'état des lieux de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma et de celui de la 13e session extraordinaire du Conseil des ministres tenu à Bamako le 24 mai 2025, a pris d'importantes décisions, notamment la transformation de l'autorité de développement intégré de ces États du Liptako-Gourma en agence d'exécution des projets et programmes de développement selon les orientations et sous la conduite du Conseil des ministres de la Confédération, la réalisation d'un audit de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma, la nomination pour une durée de 6 mois d'un administrateur provisoire chargé de conduire cette transformation sous les directives du Conseil des ministres. Au cours de la conférence, le président de la transition, chef de l'État, a affirmé que la transformation de l'autorité de développement intégré des États du Liptako-Gourma en agence d'exécution permettra à la Confédération des États du Sahel de contrôler la conception, le financement et la réalisation des projets et programmes dans l'espace confédéral. 4. Le ministre de la Santé et du Développement social a informé le Conseil des ministres de la situation épidémiologique du pays, marquée notamment par une stagnation du nombre de cas confirmés de dengue comparé
à celui de la semaine écoulée. Le président de la transition, chef de l'État, a cependant appelé la population au respect strict des mesures de prévention et de lutte contre les maladies. Voilà, Khadijatou connaît ce qu'il fallait retenir du communiqué du Conseil des ministres de ce mercredi. Merci bien, Sidiki Dambélé. Nous vous l'annoncions, ce soir, nous recevons le ministre de l'Éducation nationale. Avec lui, il sera question de la proclamation des résultats du DEF. Encore une fois, Monsieur le ministre, bienvenue. Si. Alors, les résultats du DEF ont été annoncés à plusieurs reprises. Pourquoi ce retard et finalement, à quand la proclamation des résultats? Annoncé par qui? Pas par le ministère. Nous nous fondons sur ce qui existe, non pas ce qui nous vient des réseaux sociaux. Donc aujourd'hui, nous sommes le 16 juillet 2025, nous sommes en mesure de vous dire que les résultats du diplôme d'études fondamentales session de juin 2025 sont disponibles. Sont disponibles. Ils seront proclamés demain, jeudi 17 juillet 2025, à 10h dans les écoles. D'accord. Donc demain, jeudi 17 juillet, proclamation des résultats du DEF. Proclamation des résultats du diplôme d'études fondamentales, connu sous l'acronyme de DEF ou DEFU. Ou DEFU, c'est bien ça. Alors, Monsieur le ministre, est-ce que déjà vous avez une idée du taux de réussite? Bien sûr. Je pense qu'il faut d'abord parler du nombre de candidats qui ont pris part aux épreuves du DEF 2025. Ils étaient 317 573. Sur ces 317 573, 168 383 ont été reçus, sont admis. D'accord. Ce qui est important, en pourcentage, ça donne 53,02. D'accord. C'est en hausse par rapport à l'année scolaire 2023-2024, où le taux était de 44,43%. Donc c'est un bond de 8,59. C'est appréciable, c'est même du solide. D'accord. Bien noté, Monsieur le ministre. Est-ce que vous avez un appel à lancer aux acteurs et partenaires de l'école? Les acteurs, je voudrais d'abord les saluer pour leur implication forte dans le déroulement de l'année scolaire. Le départ c'était pas évident. Vous vous rappelez que la rentrée scolaire avait été reportée d'1 mois, mais des aménagements pédagogiques ont pu nous faire exécuter les programmes dans leur totalité, ce qui évidemment a produit une année scolaire normale, sans mouvement, sans remous, et où les élèves, ceux de 9e particulièrement, il s'agit d'eux, pour le DEF, se sont présentés au DEF prêts, munis des éléments qui font qu'aujourd'hui, nous sommes en mesure de dire que les résultats sont acceptables et même bons. D'accord. Avec plus de 50%. Alors, merci bien, Monsieur le ministre. Donc, on va rappeler que c'est demain la proclamation des résultats du DEF, demain, jeudi 17 juillet 2025, oui. À partir de 10h. 10h, et les résultats seront disponibles sur le site du Centre national des examens et concours de l'éducation. Merci bien, Monsieur le ministre. Merci, je vous en prie. Suite de cette édition et parlons du fonds de soutien, 24 milliards de francs CFA sont mis à la disposition du ministère de l'Énergie et de l'Eau pour améliorer la desserte en électricité. Le montant destiné à la société EDM SA provient du fonds de soutien aux projets d'infrastructure de base et de développement social, et c'est la première affectation de ressources à partir du dit fonds. Depuis la mise en place du fonds, plus de 34 milliards de francs CFA ont été mobilisés. On en sait plus avec Yaya Konaté.
Quand la solidarité nationale s'exprime en faveur des secteurs stratégiques à travers les prélèvements sur la téléphonie mobile, cela donne en 5 mois plus d'une trentaine de milliards de francs CFA mobilisés en faveur du fonds de soutien aux projets d'infrastructures de base de développement social. Le comité de pilotage du fonds, à la faveur de sa première réunion tenue le 14 juillet, en a fait le constat et en même temps désigné le bénéficiaire de la première affectation. Il s'agit du secteur de l'énergie qui reçoit ainsi la somme de 24 milliards de francs CFA dans le but d'aider la société EDM SA à améliorer la desserte en électricité. À la date du 14 juillet 2025, le solde du compte de fonds de soutien aux infrastructures de base et au développement social se chiffrait à 34 milliards 723 millions 704 013 francs CFA. Et lors de cette première réunion du comité de pilotage, il a été décidé d'affecter 24 milliards au secteur de l'énergie. Il convient de rappeler qu'après cette première affectation sur le fonds, le solde du fonds ressortirait à 10 milliards 723 millions 704 013 francs. Ce montant va prioritairement nous permettre d'acheter du combustible pour EDM, mais pas que ça. Cela doit nous permettre aussi de faire de l'entretien, la maintenance des installations. Et tout cela dans le but de renforcer la capacité de production de EDM et par ricochet d'améliorer la desserte de fourniture d'électricité. C'est ce à quoi nous sommes attelés depuis maintenant plus de 6 mois. Le montant ainsi mis à disposition constitue une bouffée d'oxygène pour le ministère de l'Énergie et de l'Eau qui œuvre au quotidien à l'amélioration de la desserte dans un contexte difficile avec comme objectif la satisfaction des besoins fondamentaux des Maliens conformément à la volonté du président de la transition. Occasion donc pour le chef du département de saluer ses compatriotes pour leur résilience et leur patriotisme, mais aussi les autorités pour leur engagement à relever les défis du secteur énergétique. Les concitoyens ont accepté de contribuer pour que aujourd'hui mon département, surtout EDM, puisse bénéficier de ce fonds. Nous saluons la résilience du peuple malien, le sacrifice du peuple malien. Nous savons compter sur le sacrifice et le patriotisme du peuple malien. Je voudrais donc ici exprimer ma gratitude à son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, ainsi qu'au Premier ministre, chef du gouvernement, pour tout l'accompagnement dont bénéficie mon département afin de relever le défi de l'amélioration de l'accès de nos populations à un service de l'électricité davantage performant et de qualité. Pour rappel, le fonds de soutien au projet d'infrastructure de base de développement social a été mis en place par un décret en date du 7 février 2025 et les prélèvements ont commencé pour la plupart des opérateurs en mars dernier. Quant à la gestion du fonds, les maîtres mots seront rigueur et transparence pour édifier nos concitoyens sur le bon usage des montants mobilisés, en témoigne la cérémonie du jour. Je le disais dans les titres, les membres du bureau du Conseil national des personnes âgées du Mali au Conseil des collectivités du Mali, les personnes âgées sont venues solliciter son appui pour l'implication des fêtières à la mission nationale d'appui à la réconciliation. Pour plus de précisions, écoutons Taïrou Diallo, président du Conseil national des personnes âgées du Mali, au micro de Mamadou Fani. L'objet de notre rencontre porte sur un point essentiel, qui est d'abord la présentation du Conseil national des personnes âgées à une des institutions de la République. Échanger avec cette institution, voir quelles sont les orientations possibles de collaboration et d'information et de sensibilisation que nous avons à l'endroit de cette institution. Et éventuellement prendre en compte ou intervenir pour la prise en compte de certaines de nos doléances qui sont d'autorité du Haut Conseil des collectivités, parce que le Haut Conseil des collectivités a force de proposition au gouvernement. Nous sommes à l'ère de la réconciliation. Nous sommes en train de mettre en place au niveau national certaines structures qui vont gérer la réconciliation. Et il s'agit de la mission nationale de la réconciliation et d'appui à la réconciliation et la délégation régionale d'appui à la réconciliation. Nous pensons qu'il est tout à fait légitime, dans la mesure où dans les documents préliminaires qui ont été la base de l'élaboration de ces documents, nous avions été conviés par le ministère de l'administration territoriale avec lequel nous avions eu beaucoup de contacts et beaucoup de travaux et sur la base duquel nous avions proposé des notes. Et à la finalisation
nous pensons qu'il est de bon séance que nous soyons conviés pour participer à ces différentes structures, compte tenu de notre expérience, compte tenu de la sagesse et compte tenu aussi de notre capacité à pouvoir dynamiser. Et en images, 120 greffiers en chef admis au concours de recrutement organisé en 2023 sont prêts à entrer en fonction après des cours pratiques à l'Institut national de formation judiciaire Maître Demba Diallo de Bamako. Ils ont prêté serment devant le président du tribunal de première instance de la commune 6 du district de Bamako. Le respect de la dignité, l'honneur et la droiture sont les conseils donnés par le président de séance et le président du barreau. Les greffiers en chef ont juré d'accomplir tous les devoirs qui s'imposent à eux dans le strict respect du secret professionnel. Appui Mali vient d'initier un dialogue sectoriel sur l'élaboration de la carte des investisseurs liés aux ODD. C'est pour recueillir les expertises et ressources des uns et des autres dans le but d'entrer dans une nouvelle ère d'investissement responsable pour le bonheur des populations. La carte, une fois établie, va permettre aux investisseurs maliens d'investir dans plusieurs secteurs de développement à leur profit. Abibatou Koyan-Diakité, Suleiman Diabati. Agro-industrie, ressources renouvelables et énergie alternative, infrastructures, éducation, santé, secteur financier. Voilà les axes prioritaires au centre du dialogue sectoriel sur la SDG Investor Map du Mali, la carte des investisseurs liés aux objectifs de développement durable. Un projet piloté par l'Agence pour la promotion des investissements Appui Mali avec le concours du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. La carte d'investissement des ODD, c'est un exercice pour voir comment nous pouvons décliner, allier l'intérêt du secteur privé, qui est l'investisseur principal du développement, cette orientation vers les ODD et les objectifs de développement du Mali, et les mettre ensemble. Donc, voir quels sont les investissements que le secteur privé trouverait un intérêt à faire, dans sa perspective, bien entendu, de profit, et qui contribuerait de manière immédiate sur l'agenda de développement que le Mali s'est fixé et qui est l'agenda associé aux ODD. Ce document devra permettre d'orienter les investisseurs vers toutes les potentialités et informations relatives à l'investissement au Mali, toutes choses qui feront le bonheur des populations bénéficiaires. Ce dialogue est extrêmement important parce qu'il est inclusif. Ce dialogue est important parce que la parole de chacun compte. Ce dialogue est important parce que chacun aura un rôle à jouer. Ce dialogue est important parce que c'est dans la complémentarité, c'est dans la concertation, c'est dans le dialogue que nous allons permettre de bâtir un instrument qui sera à la fois partagé par le secteur public et par le secteur privé. Rappelons que les objectifs de développement durable ODD sont l'engagement des États du monde dans le Mali à dégager un agenda de développement à l'horizon 2030 pour rendre la vie meilleure aux populations. Ils sont au nombre de 17. Le réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique vient de tenir son premier café gouvernance sur l'examen périodique universel au Mali. L'objectif de la rencontre est de créer un cadre d'échange inclusif pour favoriser la compréhension, partager les enjeux de l'examen périodique universel au Mali et encourager un engagement multi-acteurs dans la mise en œuvre des recommandations. Le point avec Fantama Magnentao. L'examen périodique universel, c'est un mécanisme du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies qui permet de passer en revue la situation des droits de l'homme dans tous les États membres. C'est dans ce contexte que le Réseau national pour l'éveil démocratique et patriotique tient cette rencontre d'une part à vulgariser le mécanisme de l'examen périodique et les engagements pris par notre pays, et d'autre part à faire le point sur les recommandations acceptées. Notre combat contre l'impunité, et là nous faisons un clin d'œil aux victimes de la crise, qui sont là sans espoir et qui attendent désespérément. Donc nous ne cessons de mener des actions de plaidoyer auprès, en tout cas des autorités, pour que ces victimes-là puissent rentrer dans leurs droits. Cet atelier vient à point nommé pour la simple raison que notre pays a signé et ratifié la plupart des instruments internationaux en matière de droits de l'homme, ce qui l'oblige à une certaine redevabilité. L'un des cadres de cette redevabilité, c'est sa soumission volontaire à ce qu'on appelle l'examen périodique universel, qui intervient chaque 4 ans et demi au niveau du Conseil des droits de l'homme, où le pays examiné se soumet à ses pairs pour faire part donc de l'ensemble des réalisations en matière de droits de l'homme, identifier les défis et les perspectives et proposer des mesures à corriger. Améliorer la situation des droits de l'homme, tel est l'objectif principal des plusieurs autorités du pays. Le département de la justice et des droits de l'homme
se retrouve au centre de cet événement pour la simple raison que, parmi ses attributions spécifiques, au terme du décret 2025-0068 PMRM du 3 février 2025, fixant les attributions spécifiques des membres du gouvernement, figurent les mesures et actions de promotion et de protection des droits de l'homme, ainsi que le suivi des questions des droits de l'homme au niveau des organisations régionales et internationales. Cette rencontre sera l'opportunité unique des dialogues constructifs entre les États, la société civile et les institutions nationales pour améliorer la situation des droits humains et renforcer la redevabilité. À Koutiala et à Sikasso, les États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille ont démarré. Les participants vont traiter plusieurs thématiques sur la gouvernance, la protection de l'enfant, les violences basées sur le genre et bien d'autres aspects. Koutiala Brahima Kone, Sikasso, Yuru Bala Diabaté. C'est ainsi parti pour 3 jours de propositions devant contribuer à l'assainissement de l'environnement familial. Des propositions qui devront aussi favoriser l'autonomisation des femmes, garantir le respect des droits des enfants et assurer la place de la femme dans les politiques de développement économique, social et culturel. Le ministère en charge de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille a initié la tenue des présents États généraux afin de mettre en exergue nos forces et nos faiblesses et parvenir à de nouvelles orientations susceptibles de nous conduire à l'atteinte des objectifs assignés sans embâche. Les participants composaient essentiellement des représentants des organisations de la société civile, certains chefs de services techniques, des leaders religieux et bien d'autres couches devront traiter plusieurs thématiques basées sur 5 axes stratégiques. Il s'agit bien de la gouvernance, la protection de l'enfant, la promotion de la femme, les violences basées sur le genre et des questions transversales. La rencontre devra être sanctionnée par des recommandations. Et les politiques publiques se multiplient pour améliorer le sort des femmes, des enfants et de la famille. Des difficultés persistent sur le terrain. Face à ce paradoxe, les États généraux sur la situation de la femme, de l'enfant et de la famille sont ouverts à Sikasso. Ils réunissent l'ensemble des organisations féminines de la région et des cercles en quête de solutions concrètes et durables. Depuis la création en 1997 du ministère de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille, notre pays a franchi des pas importants. Des lois, des décrets, des politiques publiques, des stratégies et des initiatives concrètes ont été élaborées et mises en œuvre pour améliorer les conditions de vie, les droits des femmes, des enfants et des familles au Mali. Je remercie d'abord les autorités. C'est le lieu pour tout le monde de se prononcer sur ce qu'il vit. Je demande d'abord à tous les participants de se donner à fond. Les 3 jours de travaux seront constitués en des sessions plénières et des travaux de groupe autour de 5 axes. Mes attentes à la sortie de ces travaux, que les femmes puissent faire des recommandations fortes pour améliorer les conditions de vie des femmes, des enfants et des familles au Mali. La situation de la femme, de l'enfant et de la famille dans notre pays, et particulièrement dans notre région, demeure une préoccupation majeure. Malgré les efforts notables du gouvernement et de ses partenaires, les défis restent nombreux. La persistance des violences basées sur le genre, le mariage précoce et les mutilations génitales féminines. Les lauréates du concours Miss Science de la région ont été présentés au public. Dans un geste d'encouragement fort, la gouverneure leur a remis une enveloppe symbolique tout en appelant les jeunes filles à s'orienter davantage vers les filières scientifiques. Et
cette rencontre des fonds d'entretien routier du Mali, du Burkina Faso et du Niger, il s'agit de renforcer la collaboration pour aboutir à une meilleure gestion intégrée du patrimoine routier de la Confédération des États du Sahel. À la fin des travaux, les participants vont formuler des recommandations susceptibles de rendre efficace la collaboration des services. Le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture des travaux avec Alouseni Touré. Les fonds d'entretien routier du Niger, du Burkina et du Mali entendent œuvrer au renforcement de leur collaboration dans le cadre d'une gestion intégrée des infrastructures routières. Celle-ci constitue un levier important de l'intégration de nos peuples et de la souveraineté de nos États. Elle vise à créer un cadre, un socle commun de compréhension, d'harmonisation des mécanismes de financement et de préservation du patrimoine routier, ainsi que l'entretien, qui est un enjeu stratégique quand même pour nos États. La structure des conseils d'administration et les modalités de désignation de leurs membres, la gestion des redevances, péages, surcharges, produits pétroliers, le statut des agents, ce sont entre autres éléments du menu de cette rencontre qui doit déboucher sur la réalisation d'une feuille de route réaliste. Le secteur des transports en général et les infrastructures routières en particulier occupent une place de premier rang dans le processus d'intégration et de développement des États du Sahel. Les fonds d'entretien routier du Mali, du Burkina Faso, du Niger constituent aujourd'hui les bras techniques de cette vision. Chacun d'eux, marqué par son histoire institutionnelle propre, repose sur des bases juridiques spécifiques, des modes de financement diversifiés et des schémas de gouvernance adaptés à son contexte national. Pendant 3 jours, les directeurs des fonds d'entretien routier du Burkina, du Niger et du Mali, épaulés par leurs agents, réfléchiront et proposeront des solutions idoines dans le cadre du renforcement de l'intégration de nos États par le secteur routier. Et au Niger, la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a effectué une visite au ministère de la Défense nationale. C'est pour échanger avec les responsables du dit ministère sur le fonctionnement et la mission du fonds. Hamsatou Mahamadou. Il s'agit à travers cette rencontre initiée par la présidente du comité de gestion du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie FSSP de s'entretenir avec les cadres du ministère de la Défense nationale sur le fondement, les missions, les ressources et les performances du FSSP. Cet exercice entre dans le cadre de la redevabilité et de la transparence dans la gestion du fonds. Nous avons fait le déplacement d'ici afin que nous puissions nous entretenir avec les hauts responsables du ministère de la Défense sur le fonds de solidarité, les fondements du fonds de solidarité, les missions qui sont assignées au fonds de solidarité, les ressources mobilisées, les performances financières que nous avons eues jusque-là et l'utilisation qui a été faite des ressources. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie a plusieurs objectifs, entre autres la mobilisation des ressources, le renforcement des capacités opérationnelles des forces de défense et de sécurité FDS engagées dans la lutte contre le terrorisme et l'insécurité. Je sors avec un sentiment de satisfaction globale parce que nous avons compris qu'il y a une compréhension commune très claire du Fonds de solidarité par les FDS. Les missions sont assez comprises par nos FDS et nous sommes sortis avec beaucoup d'idées qui vont nous permettre d'améliorer notre façon de faire dans la démarche, mais également dans la méthode. Le Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est un maillon essentiel dans la quête de la souveraineté de notre pays. Et au Burkina Faso, session de formation des cadres des ministères et des institutions sur le travail gouvernemental, un renforcement de capacités qui concerne des conseillers techniques, des chargés de mission, des directeurs généraux et centraux. Reportage à Moussaki. Comme l'a dit le chef de l'État, tout est urgent.
tout étant urgent, on ne peut pas accepter que des dossiers viennent rejeter, revenir, ainsi de suite, donc ça nous fait perdre du temps. Pour éviter désormais cette perte de temps et permettre une célérité dans la prise de décision sur les dossiers en Conseil des ministres, le gouvernement met ici l'accent sur le renforcement des capacités des hommes et femmes chargés de l'élaboration des travaux préparatoires. L'objectif est clair, disposer de services efficaces et cohérents pour examiner, analyser et traiter les dossiers avec diligence pendant les rencontres de l'exécutif burkinabé. C'est au niveau du Conseil des ministres que les grandes décisions se prennent pour la vie du pays, pour bien avancer dans les activités. Et c'est une instance de délibération. Donc ici, que les travaux qui sont présentés au Conseil des ministres soient des travaux bien élaborés dans le fond et dans la forme. C'est aussi une occasion pour que les cadres qui sont en arrière-plan, qui font ce travail, puissent se connaître, se frotter, et de sorte que la collaboration horizontale puisse se faire de façon accélérée pour que le travail arrive vite en Conseil des ministres. Prennent part à cette 4e session de formation sur le travail gouvernemental des conseillers techniques, des chargés de mission, des directeurs généraux et centraux des ministères et institutions. Je peux étudier un dossier d'un département ministériel et dans mes études, je relève pas mal d'imperfections. Vous savez que la logistique, c'est pas une science qu'on apprend à partir de rien, je veux dire tout seul. Voilà, il faut aller à l'école de la logistique et c'est même, je dirais, un peu un des objectifs de cette formation d'aujourd'hui. C'est des complémentarités parce qu'un dossier peut toucher à plusieurs domaines d'activité, mais en tout cas pouvoir participer à cette formation nous permettra d'être mieux aguerris, en tout cas dans la préparation de ces dossiers-là. Dans ce travail gouvernemental, des progrès sont enregistrés dans l'élaboration des documents. L'on est passé de 18% des dossiers rejetés au Conseil des ministres en 2024 à 8% en 2025, selon le secrétariat général du gouvernement et du Conseil des ministres. Cette session de renforcement des capacités constitue la première au titre de l'année 2025 et dure 3 jours. Journée de réflexion dédiée à l'entrepreneuriat. Cet événement qui rassemble entrepreneurs, experts, jeunes porteurs de projets et acteurs institutionnels vise à stimuler la dynamique entrepreneuriale dans le pays. Reportage Moussa Kamara. Dans un monde en constante évolution où l'innovation et la résilience sont devenues la clé du succès, le Mali ne peut rester à la traîne. L'entrepreneuriat, véritable levier de développement, s'impose comme une voie incontournable pour transformer les défis en opportunités et bâtir un avenir prospère pour la nation. Il s'agit à travers cette rencontre de faire le diagnostic du dispositif de soutien à l'entrepreneuriat. L'objectif d'aujourd'hui, c'est de mettre ensemble l'ensemble des acteurs de cet écosystème, ceux qui initient les programmes, ceux qui les exécutent, ceux qui en sont les bénéficiaires, qu'on voit ensemble quels sont les points communs qu'on peut regrouper au même endroit pour avoir plus d'efficacité. L'ambassade du Royaume des Pays-Bas accompagne cette initiative du patronat malien. Malgré les difficultés du moment, nous arrivons à nous stabiliser, à ne pas fermer l'entreprise parce que nous croyons que dans quelques temps, ça va mieux aller. Cette journée, elle est faite pour que nous, les acteurs, nous puissions donner nos avis sur cette question, de voir comment mieux structurer le secteur. C'est une initiative salutaire qui déjà essaie de regrouper et faire une cartographie des acteurs de l'écosystème, donc pour consolider les actions. Cette journée de réflexion a été mise à profit pour présenter le projet pour l'innovation et l'acceptation de la transformation des entreprises, PIAT, et la cartographie de l'écosystème de l'entrepreneuriat malien. Le CNPM et ses partenaires locaux entendent plaider pour maintenir le soutien financier des partenaires techniques. École de la citoyenneté, avec une unité de la protection civile, les jeunes citoyens ont eu droit à une stimulation sur les gestes qui sauvent, une initiative saluée par les bénéficiaires qui se disent désormais aptes à intervenir en cas d'accident. Bokari Koulibaly.
Ils ne sont ni agents de santé, ni secouristes professionnels. Et pourtant, ces jeunes sont désormais capables de sauver des vies. Les participants de la 4e cohorte de l'école de la citoyenneté ont été initiés aux premiers gestes de secours. Une formation pratique pour apprendre à réagir face à l'urgence. L'accident, en circulation, ça peut à tout moment intervenir. J'ai vu une femme, une victime. Il a fallu qu'on attende le sapeur-pompier. On a vu comment on peut secourir une victime. Je pense que cette activité va nous permettre, même quand nous allons retourner dans nos pays, de pouvoir venir en secours à ces personnes en cas d'urgence, bien avant que l'ambulance n'arrive. Chaque geste compte, un massage cardiaque, une position latérale de sécurité ou encore un simple appel au secours peut faire toute la différence. Selon les chiffres de l'Agence nationale de la sécurité routière, le Mali a enregistré en 2024 7673 accidents de la route, 8828 blessés et 682 décès. À longueur de journée, on voit des personnes qui sont allongées sur la route à cause des accidents et tout ça. À première vue, on est paniqué parce qu'on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc si chaque personne sait vraiment les premiers gestes à faire pour la personne, eh bien ça va sauver plusieurs vies. C'est normal que les jeunes puissent s'approprier ça afin de pouvoir l'appliquer, l'exercer dans la vie de tous les jours, en famille, sur les lieux de travail, sur les lieux d'activité. Voilà, porter assistance et secours à tout moment. Avant le début des démonstrations, un chant a été entonné, un hommage vibrant à ceux qui sauvent des vies, parfois au péril de la leur, les soldats du feu. Et à suivre après ce journal, le journal spécial consacré à l'école de la citoyenneté. Une vingtaine de journalistes prennent part à un atelier de formation sur l'économie de la monétique, une initiative de Salsa Consulting avec l'appui financier de la BMS SA. Awa Adaman Koulibaly et Adaman Traoré. L'inflation, le taux d'intérêt, l'influence de la monnaie, la devise. Des aspects économiques qui ne peuvent être analysés que par une poignée d'hommes de médias au Mali. Le reste ne fait que des traitements de forme, ignorant quasiment le fond. Est-ce suffisant pour informer toute une population? Il y a le problème de la formation du journaliste, mais le problème numéro 1 surtout, c'est la question de la spécialisation. Bon, le plus souvent, au niveau des radios, au niveau des journaux, il y a des jeunes qui sont responsabilisés pour des questions économiques. Et généralement, le travail se résume à la réalisation d'interviews. Pour alors produire des contenus concrets et explicites, décrypter les tendances, les politiques ou encore les marchés financiers, Salsa Consulting et la Banque malienne de solidarité BMS SA collaborent en faveur des journalistes. On s'est rendu compte que tout ce qui concerne les enjeux économiques financiers, et en passant par les questions de la monétique, ne sont pas très assimilés par la population et par même certaines corporations. Donc on s'est dit qu'avec les journalistes, c'est mieux qu'ils soient formés pour mieux comprendre, afin de mieux diffuser les informations à la population. On va passer une journée entière avec des modules théoriques et vous allez traiter également des exercices en live ici. Et demain matin, l'équipe de la BMS sera là pour vous parler de la monétique. La monétique, vous en entendez parler, mais c'est quoi concrètement? Vous le verrez en module théorique et surtout dans l'après-midi en pratique, puisqu'on va vous amener au siège de la BMS pour aller voir le front et le back-office de la monétique. Au terme des 2 jours d'apprentissage aux côtés des experts en finance et en communication, les journalistes à l'entame novice dans les questions bancaires et monétiques devraient ressortir en semi-experts en économie. Remise de 300 cartes administratives du Mali par le Conseil régional de Koulikoro. La valeur de production est estimée à plus de 49 millions de francs CFA. Reportage à Ousmane Koïta. Ce sont 300 nouvelles copies des cartes administratives du Mali, dont celle de la région de Koulikoro, remise au gouverneur de la région par le Conseil régional de Koulikoro. La production des dites cartes est entièrement financée par le Conseil régional de Koulikoro à environ 49 millions de francs CFA. Plusieurs autres autorités du Mali ont entrepris un vaste mouvement de réforme
Et c'est dans le cadre de la refondation de l'État, dont l'un des piliers essentiels a été la réorganisation administrative qui a donné naissance à de nouvelles régions, de nouveaux cercles et de nouveaux villages. D'autres nouvelles communes aussi. Donc dans ce cadre-là, il y a eu un changement au niveau des cartes du Mali et des régions. Donc le conseil régional a été sollicité à travers le ministère de l'administration territoriale pour appuyer la vulgarisation de ces cartes au niveau de la région de Koulikoro. Selon les autorités régionales, l'acquisition de ces nouvelles cartes administratives doit permettre de garantir une diffusion complète et une meilleure connaissance de la nouvelle réorganisation territoriale du Mali et celle de la région de Koulikoro en particulier. Ces nouvelles données nous permettent de mieux adapter nos politiques publiques et nos actions aux réalités locales, tout en rapprochant les services administratifs des citoyens. C'est aussi un outil indispensable qui sera mis à la disposition des administrations publiques et les chercheurs pour faciliter leur planification et leur prise de décision. Ces nouvelles cartes administratives s'inscrivent dans le cadre de la politique de décentralisation et du nouveau découpage administratif du Mali. Ségou, lancement du projet Appui à la citoyenneté, cohésion sociale et paix durable. Les acteurs vont discuter de sa mise en œuvre et recueillir des recommandations. Reportage Honoré Tchenou et Cheikh Tangara. L'Association pour la promotion du développement intégré au Sahel, APDI, à travers le programme spécial d'aide aux associations et fondations PSAF, initie le présent atelier pour présenter et expliquer aux différents acteurs la mise en œuvre de son projet d'appui à la citoyenneté, cohésion sociale et paix durable. Il sera mis en œuvre dans les communes de Barweli, Tamani et Konabougou. Ce programme ne se contente pas de répondre à des besoins immédiats, mais il incarne également une volonté de bâtir des solutions durables. Ce lancement témoigne de l'engagement constant et du soutien indéfectible des plus hautes autorités envers leurs citoyens. Les objectifs du projet sont largement débattus au cours de cet atelier. Des objectifs et visions qui concourent au renforcement de la cohabitation pacifique entre personnes déplacées internes et communautés hautes. Nous nous engageons en tant qu'APDI Sahel à mettre en œuvre ce projet avec rigueur, transparence et en collaboration directe avec les autorités locales, les services techniques et les communautés. J'invite l'ensemble des services techniques, les collectivités, les leaders communautaires, les organisations de femmes et de jeunes ainsi que les médias à accompagner APDI Sahel dans la mise en œuvre de ce projet, car sa réussite dépendra d'une collaboration collective. En marge de cet atelier, l'APDI a procédé à la distribution de vivres à 60 ménages vulnérables des personnes déplacées internes de Barweli. L'Agence suisse pour le développement et la coopération apporte sa contribution à l'éducation et à la protection des enfants affectés par le conflit dans les régions de Mopti, Bandiangara, Douanza et Tombouctou. Elle vient de financer un projet dans ce sens à plus de 8 milliards de francs CFA. Reportage Boubacar Sankaré et Jakalia Traoré. Le projet Accès à l'éducation de base dans un environnement sûr et protecteur en faveur des filles et garçons affectés par le conflit dans les régions de Mopti, Bandiangara, Douanza et Tombouctou a pour objectif de contribuer à l'amélioration de l'accès à une éducation de base de qualité au profit des enfants affectés par le conflit. Ce projet qui vient d'être lancé va réaliser plusieurs activités en lien avec l'éducation en situation d'urgence et la protection. La formation des enseignants sur différentes thématiques, la formation des enseignants sur le psychosocial, des distributions de kits scolaires et pédagogiques à l'endroit des enseignants et des élèves dans ces écoles-là. Dans le cadre du non formel, il y aura la stratégie de la scolarisation accélérée pour les passerelles. Financé à plus de 8 milliards de francs CFA par l'Agence suisse pour le développement et la coopération, le projet va cibler plus de 31 000 bénéficiaires directs répartis comme suit. 24 286 enfants, dont 12 195 filles et 6 858 acteurs locaux, dont 3 753 femmes et 614 directeurs d'école. Ce programme incarne l'engagement de l'ensemble des partenaires d'unir leurs efforts avec le gouvernement malien pour améliorer les conditions de scolarisation des enfants, singulièrement ceux dans les zones les plus touchées par l'insécurité. Pour une durée de 4 ans, le projet Accès à l'éducation de base dans un environnement sûr et protecteur en faveur des filles et garçons affectés par le conflit dans les régions de Mopti, Bandiangara, Douanza et Tombouctou est mise en œuvre par le Conseil norvégien pour les réfugiés et l'association Subayi Gumo.
Mopti, la Venise malienne, est la 4e destination domestique de la compagnie Sky Mali. Après Kai, Gao et Tombouctou, la durée maximale du vol est estimée à 55 minutes. Tiemoro Konaté et Aboukone étaient du vol inaugural. Un Boeing de la compagnie Sky Mali dans les airs en partance de Bamako pour Mopti ce 14 juillet 2025. Ainsi s'ouvre une nouvelle ligne aérienne, longtemps attendue par les usagers. Une ligne qui contribue désormais à désenclaver la Venise malienne, un carrefour stratégique au centre du pays. Ce vol inaugural vers Mopti n'est pas qu'un simple trajet. Il symbolise une promesse, celle d'une meilleure accessibilité, d'une connectivité accrue et d'un avenir plus prospère pour tous. Nous avons toujours cru au potentiel de notre réseau domestique et chaque nouvelle ligne que nous ouvrons est une preuve de notre engagement envers le Mali. Cette liaison n'est pas simplement un vol, c'est une ouverture vers le monde, une expertise nouvelle pour la ville, longtemps enclavée, mise en épreuve, mais toujours debout, digne, résiliente et engagée. Ainsi, Mopti se présente comme la 4e destination domestique de Sky Mali après Kaya, Gao et Tombouctou. Le type d'appareil devant assurer la liaison a une capacité d'accueil de 114 places. C'est un avion malien désormais qui va transporter les Maliens dans les différentes régions. Ça fait partie de la souveraineté retrouvée au Mali. On a fait la biennale ici. Peu de gens croyaient qu'on pouvait venir à Mopti, séjourner et retourner tranquillement. Mais maintenant que Sky vient, ça prouve que Mopti est une destination sûre, fiable et fréquentable. J'entends les gens disent Bamako, Mopti. Mais les gens oublient que le vol va faire aussi Mopti, Tombouctou, Tombouctou, Mopti. Ça va permettre vraiment aux opérateurs économiques de la région de Tombouctou de venir tranquillement à Mopti, faire leurs affaires et retourner aussi. Pour ce qui concerne la fréquence des vols, elle est fixée à 2 fois par semaine, soit lundi et jeudi, pour une durée maximale de 55 minutes. Mopti, ville d'attractivité, de culture et de douceur, accueille à bras ouverts Sky Mali. Cette arrivée de la compagnie aérienne à Mopti est bien plus qu'un simple événement commercial. C'est surtout un signal fort de reprise, de renforcement et de confiance. C'est donc une avancée notoire en matière de mobilité aérienne saluée à l'unanimité. Pour rappel, la compagnie Sky Mali a été lancée en septembre 2020. Cette cérémonie inaugurale a été mise à profit par les participants pour exprimer des demandes relatives à l'élargissement de la desserte par la compagnie et à la fixation des tarifs préférentiels. Tradition oblige, l'équipe de Sky Mali et les autorités régionales avaient auparavant rendu une visite de courtoisie aux notabilités de Mopti. Le RTM vous propose dans ses programmes ce soir après Malikoura Tassira le 3e numéro de l'émission 52 minutes pour savoir, un rendez-vous mensuel de grands reportages consacrés au nettoyage des grandes artères de Bamako et à l'entretien des espaces verts, un rôle dévolu à la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako qui l'effectue à travers la DSUVA. L'invité de ce 3e numéro est Bala Sissoko, directeur national adjoint de l'assainissement, du contrôle des pollutions et des nuisances. Nous vous proposons un extrait de 52 minutes pour savoir, est présenté par Sira Bachili et réalisé par Imon Frissano. L'entretien des fleurs et des gazons des différents espaces verts s'est fait selon un programme mensuel. Nous sommes très contents de ce que la mairie du district est en train de faire comme travail et ça nous va vraiment droit au cœur. Quand les artères sont propres, ça permet une plus grande fluidité de la circulation. Ce qui se passe dans le cadre de l'assainissement et de l'embellissement de la ville de Bamako est une chance pour cette population bamakoise, donc il faut en profiter, il faut adhérer à ce projet vraiment d'assainissement et d'embellissement de la ville de Bamako. 52 minutes pour savoir, à suivre après Malikoura Tassira et à suivre également dans nos programmes après cette édition, le journal spécial consacré à l'école de la citoyenneté, une présentation de Abdul Karim Kaba. Le ministre de l'Éducation nationale était l'invité de cette édition. Il est venu annoncer la proclamation des résultats du DF qui aura lieu demain, jeudi 17 juillet 2025 à partir de 10h.
C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Demain 13h, Bemba Sibi et moi je passe le relais à Wama Kamara pour l'édition de 20h. Ne laisse jamais les autres définir qui tu es ou ce dont tu es capable. Ce que tu crois de toi-même forge ta réalité. Crois en toi, vise haut et travaille dur. Conseil de nos grands-pères. Le Mali dans nos cœurs et dans nos prières. Bonne fin de soirée à tous.